Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et dans son face-à-face, aujourd'hui, André Berkov reçoit l'économiste Jacques Sapir, auteur du livre « La fin de l'ordre occidental » aux éditions Perspectives Libres. Jacques Sapir, bonjour. Heureux de toujours content de vous accueillir. Vous venez de sortir justement La fin de l'ordre occidental avec un point d'interrogation. Oui, vous n'avez pas tort, faut toujours quand même être prudent et on n'est pas là dans une émission sur la voyance, on est dans une émission sur l'économie, la géopolitique, la géostratégie et l'ordre monétaire, et c'est un livre tout à fait passionnant qui vient de paraître aux éditions Perspectives Libres de notre ami Pierre-Yves Rougeron. Sur justement qu'est-ce qui est en train de se passer. On avait commencé d'ailleurs avec vous à esquisser ça il y a quelques mois, mais là effectivement on sent quelque chose, on voit, on constate quelque chose qui est là et qui apparaît comme vraiment un bouleversement du monde, mais justement, il faut l'aborder pas avec des idées manichéennes, c'est pas les blancs et noirs, c'est pas les bons contre les méchants, mais justement, revenons à ça et vous commencez d'ailleurs Bretton Woods il y a 80 ans, comment l'ordre occidental, monétaire, économique, international s'est installé, et vous parlez de cette espèce de lutte. Et quel genre de lutte sera entre l'Occident collectif et ce qu'on appelle le Sud global aujourd'hui. Alors expliquez-nous un peu ces notions. Ça correspond à quoi cet Occident collectif et ce Sud global? Parce que c'est très complexe. Ce n'est pas noir et blanc et ce n'est pas l'un contre l'autre. C'est pas monolithique. Oui, tout à fait. Alors, l'expression Occident collectif est une expression des Russes. On peut aussi parler d'Occident global. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est grosso modo les États-Unis, l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, l'Europe, l'Union européenne et les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, et puis des pays qui sont en Extrême-Orient, mais qui sont très clairement inclus dans cette sphère. Le Japon, évidemment l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Alors la Corée, normalement. Maintenant, vu ce qui se passe actuellement en Corée du Sud, la Corée du Sud, on peut se dire, est-ce que ça ne va pas changer des choses? Donc c'est grosso modo ce bloc de pays. Et puis, il y a les pays que l'on désigne du Sud global. Là aussi, c'est une expression, je dirais, à prendre quand même. On fait un peu schématique, mais c'est obligatoire. Voilà. Là, oui. Alors, grosso modo, une manière de concevoir le Sud global, c'est tous les pays qui font pas partie de l'Ouest global. Voilà, c'est tout le reste. Après, on voit bien qu'il y a une différence entre des pays qui, en fait, ont acquis une certaine puissance industrielle depuis maintenant assez longtemps. La Chine, la Russie, évidemment. L'Inde. Alors, l'Inde est encore intermédiaire. Elle a malgré tout des caractéristiques de pays en voie de développement aussi. L'Inde, il y a au moins 2 Indes, peut-être même 3. Il y a une Inde qui est très développée, une Inde qui est en plein dans les technologies de pointe. L'Inde de Bangalore, l'endroit où il y a toutes les industries électroniques. L'Inde de Bombay, qui est Mumbai, qui est l'un des principaux marchés financiers au monde. Et puis, il y a une Inde rurale, une Inde agraire, certes, qui progresse. Donc voilà. C'est un continent, l'Inde aussi. Bien sûr, c'est un continent. C'est désormais le pays le plus peuplé du monde. Ils sont passés devant la Chine. C'est 1,5 milliard d'habitants. Donc voilà, c'est un monde en tant que tel. Mais ils font partie. Alors justement, ils font partie des BRICS. Alors, parlons un peu de ces fameux BRICS. On en a déjà beaucoup parlé, et on va parler de ce que vous dites parce que vous incitez beaucoup dans votre livre sur cette nouvelle banque du développement qui va jouer un rôle non négligeable. Et pour le reste, alors. Qu'est-ce que représentent aujourd'hui les BRICS? Ça fait une dizaine d'années qu'ils existent, une quinzaine d'années. Qu'est-ce que, aujourd'hui, en 2024, fin 2024, c'est quoi les BRICS? Alors, c'est déjà plus que le G7 au niveau de l'économie mondiale. C'est important. Dire aujourd'hui. Aujourd'hui et même pratiquement depuis 2018. La bascule s'est faite en 2017-2018. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, les BRICS, qui au départ était simplement un regroupement de pays qui demandaient à être reconnus à leur taille normale. Et voulant être dans le système occidental. Mais qui pensaient rester dans le système occidental, aujourd'hui se présente en fait comme une alternative. Alors, soit une alternative pour
améliorer le système global, soit une alternative pour remplacer le système global d'origine occidentale. Il joue sur cette ambiguïté. Très clairement, les Chinois et les Russes sont plutôt pour dire, bon, on va le remplacer. Oui, enfin, on entend ça, c'est l'alternative. On va créer un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre économique. L'Inde, le Brésil sont plutôt sur la position qui consiste à se dire, non, nous pouvons l'améliorer, mais quand vous regardez les choses concrètes, cette amélioration n'est pas si différente d'un remplacement. Donc, on voit bien que, à force de vouloir changer des choses pour les améliorer, en fait, on les remplace. Est-ce qu'on peut parler, sans faire de la provocation, de grands remplacements en économie? Ça peut être un grand remplacement, parce que vous dites très bien, vous rappelez dans votre livre, parce que ça c'est très intéressant quand on parlait d'Alstom et compagnie, que toute transaction faite en dollars dépend de la juridiction américaine. Tout à fait. Mais c'est-à-dire, si vous, Jacques Sapir et moi, André Berkoff, on fait une transaction en dollars, on peut être poursuivi par la justice américaine. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Ça c'est ce qu'on appelle le principe d'extraterritorialité. Oui. Un principe, évidemment, contre lequel les BRICS sont vent debout, mais un principe qui a posé des problèmes même en Europe. Vous savez, c'est au nom de ce principe que des sociétés allemandes, françaises, italiennes ont été condamnées parce qu'elles avaient passé des accords avec l'Iran. Il y avait des accords commerciaux avec l'Iran. L'Iran étant sous sanction par les États-Unis. Je vous rappelle, ce sont des sanctions illégales, ce ne sont pas les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, étant sous sanction par les Nations Unies, ils ont dit nous allons sanctionner les entreprises étrangères, donc européennes, si elles ne rompent pas immédiatement leur contrat. Et de fait, les entreprises européennes ont fini par rompre les contrats. Or, à un moment donné, c'était, si vous voulez, en 2012-2013, s'est posé la question. Est-ce qu'un pays européen ne va pas aller devant le tribunal international de La Haye et faire condamner les États-Unis pour cette pratique? Parce que les transactions se faisaient en dollars, bien sûr. Mais bien sûr, les transactions, si vous voulez. Alors, le dollar est très souvent l'unité de compte, c'est-à-dire que quand il y a un contrat, enfin quand une société vend quelque chose à une autre société, bon bah la chose est évaluée en dollars, et puis après il y a toujours la question des monnaies de règlement. Pas la même chose que l'unité de compte. Et ces monnaies de règlement, ça peut être le dollar, mais ça peut être l'euro dans un certain nombre de cas. Par exemple, quand il y a un contrat entre une société française, par exemple, et une société indienne. Oui. Ça peut être en euros, là. Il y a pas de problème. On calcule la somme en dollars. C'est ça. Mais le règlement, après, c'est fixé dans le contrat. Est-ce qu'on dit que 30% du règlement sera fait en dollars, 70% bon, ça, après, c'est différent. Ouais. Alors, justement, par rapport à ça, est-ce que, là, parce que vous en parlez, c'était vraiment une aventure tout à fait... En fait, aujourd'hui, tout se passe comme si les BRICS voulaient exister en tant que tels, comme alternative au grand marché mondial qui existe depuis 80 ans. Vous le racontez aussi depuis Bretton Woods. Alors, est-ce que ça veut dire que... Alors, vous parlez, je prends dans votre livre, vous parlez de ce pouvoir structurel. Et vous dites ceci. Vous dites... vous parlez de cette essayiste Susan Strange. Susan Strange, une économiste britannique. Oui. Voilà, et vous dites, elle soutient, donc cette Susan Strange, que la structure financière de l'économie mondiale repose sur deux piliers. Les structures de l'économie politique à travers lesquelles le crédit est créé et dans lequel le pouvoir est partagé par les gouvernements et les banques, et un deuxième pilier constitué de systèmes monétaires nationaux créant la superstructure globale. Bon, c'est un peu technique, mais il faudrait expliquer un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais poser la question autrement, est-ce que les BRICS aujourd'hui, à l'heure où on parle, encore une fois, mais évidemment la situation évolue, ont une importance qui peut concurrencer le fait qu'ils font entre la Chine et l'Inde avec le renminbi, avec les monnaies locales, peut concurrencer l'ordre mondial du dollar? Oui, très clairement. Et je pense que ça commence dès aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de pouvoir structurel? C'est en fait de savoir, est-ce que des pays, à cause du poids de leur monnaie, de l'usage international de leur monnaie, de leur poids géopolitique aussi, sont-ils capables de créer des institutions, non pas simplement pour eux, mais qui sont des institutions à vocation globale, à vocation internationale. Bien. Jusqu'à il y a 20 ans,
il n'y avait que les pays de l'Occident global, et il faut dire les choses, il n'y avait que les États-Unis qui avaient cette capacité. Le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce. Voilà, bon, ce sont des organisations d'origine occidentale. Alors, quand en 1997-1998, on a la fameuse crise asiatique, puis après la crise russe, mais au moment de la crise asiatique, le Japon propose de créer l'équivalent du FMI, mais uniquement pour les pays d'Asie, en disant il faut des règles spécifiques. Ce qui était d'ailleurs un raisonnement tout à fait pertinent, etc. Refus net des États-Unis, et le Japon abandonne l'idée, il ne va pas à l'affrontement. Or, avec la création de la nouvelle banque de développement, c'est très exactement ça qu'ont fait les BRICS. Et là, ils l'ont fait. Elle existe depuis une dizaine d'années. Oui, elle a commencé ses premières opérations en 2016. Elle a été créée officiellement... 8 ans. Oui, 8 ans. 8 ans. Elle prête plus d'argent au niveau international que la Banque mondiale. Elle a déjà dépassé la Banque mondiale au niveau des prêts. Donc voilà, c'est quelque chose qui se développe et qui se développe très vite actuellement. Et alors justement, cette banque mondiale, donc créée par les BRICS, c'est créée par les BRICS, avec vous dites avec une égalité des actionnaires, enfin une. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas une mainmise d'un pays. Non, non. Alors tout le monde comprend que la banque des BRICS bénéficie aussi de la puissance financière chinoise. Bien. Et c'est pas hasard d'ailleurs si son siège a été placé à Shanghai. Mais la direction de cette banque est actuellement aux mains d'une Brésilienne, hein, c'est l'ex-présidente qui avait... Dilma Rousseff. Oui, c'est Dilma Rousseff. Bien. Et quand on regarde la structure de l'actionnariat, vous avez tout à fait raison, les 5 pays des BRICS sont à égalité. Donc c'est bien une situation qui est assez différente de la structure de la Banque mondiale ou de la structure du Fonds monétaire international qui reste en fait très largement sous la coupe des États-Unis. C'est ça, encore aujourd'hui. On va en parler juste après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Comment le philosophe Antonio Gramsci définissait la crise? Il disait la crise, c'est lorsque le vieux n'est pas encore mort et que le jeune n'est pas encore né. Est-ce qu'on est à ce stade? C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans votre livre, Jacques Sapir, je le rappelle, je le recommande, hein, La fin de l'ordre occidental, aux éditions, avec un point d'interrogation, aux éditions Perspectives Libres. Ça, c'était votre prudence. Mais enfin, effectivement, on peut se poser la question. Est-ce qu'on assiste en fait à l'émergence d'un système économique, monétaire, financier, mais par conséquence géopolitique actuellement? Est-ce qu'on peut dire déjà qu'on est dans cette démarche-là, dans cette marche-là? Oui, il y a très nettement une émergence d'un système alternatif. La question qui est posée maintenant, et dont on n'a pas encore la réponse, bien sûr, c'est de savoir est-ce que ce système va se construire contre les restes du système occidental, qui pourrait se replier sur lui-même et dire voilà, nous existons, vous existez, et on essaye d'avoir le moins de contacts les uns avec les autres, ou bien est-ce que le système qui est en train de se constituer va progressivement s'étendre et englober, et finir par englober le système occidental? En réalité, d'un point de vue économique, ce n'est que le retour à la situation que l'on avait au XVIe et au XVIIe siècle. Ouais. Au XVIe et au XVIIe siècle, le PIB, enfin l'équivalent, si on le recalcule maintenant, de l'Europe occidentale ne devait représenter que le tiers, peut-être le quart seulement, du PIB de la Chine et de l'Inde. Au XVIe et XVIIe siècle. Tout à fait. En fait, ce qui est anormal, si on regarde les choses en longue période, c'est la période qui va, grosso modo, de 1750 à l'an 2000, donc c'est presque 3 siècles, quoi. Oui, à peu près 3 siècles, où l'Europe occidentale, pour des raisons historiques, pour des raisons technologiques, etc., a occupé le devant de la scène, avec en réalité une population très faible. Et après, les États-Unis, évidemment. Et après, les États-Unis sont venus. Mais ça peut paraître, au niveau historique, une anomalie. Alors, si on est en train de corriger cette anomalie, il vaut mieux
qu'on s'en rende compte, parce que évidemment, ça aura des conséquences dans la vie de tout un chacun en Europe. d'entre nous, oui, c'est ça. Et on va en parler de cela. Mais dites-moi, est-ce qu'on peut aujourd'hui, vous dites, enfin, mettons l'alternative où les gens se disent, enfin, l'alternative de conflit, où les gens se replient. Vous avez parlé de repli sur soi. Mais est-ce qu'on peut, en 2024, le monde étant ce qu'il est, être isolationniste? C'est quand même pas évident. Alors, au niveau d'un pays, clairement non. Oui. Au niveau d'un groupe de pays, ce n'est pas impossible. C'est vraiment une des possibilités. Maintenant, le problème, c'est que, admettons que cet Occident global, voire même un Occident global réduit strictement aux pays occidentaux, aux pays de l'arc atlantique, mettons ça, pour l'appeler comme cela. Bon, admettons que ces pays décident de ne plus commercer ou de commercer le moins possible avec les pays des BRICS. Par exemple, là, sur la question des médicaments, comment on fait actuellement? Alors, bien sûr, dans 10 ans, on peut reconstituer complètement la chaîne de production de médicaments. Aujourd'hui, 80% des molécules qui sont utilisées viennent d'Inde et de Chine. Voilà, c'est quelque chose. Et c'est la même chose aux États-Unis. Bon, donc ça, c'est une réalité. Bien sûr. Bon, si les États-Unis veulent se couper du commerce avec la Chine, il faudra qu'ils expliquent à leurs consommateurs pourquoi les produits, tout d'un coup, montent de 40 ou de 50%. Donc voilà, c'est ça le problème. Oui, et après, ils peuvent effectivement, comme on dit, dealer, négocier âprement, comme Trump l'avait fait avec les Chinois. Enfin, vous savez ça. Ça, c'est parfaitement compréhensible, c'est parfaitement admissible. Oui. Mais c'est une chose de l'idée, on se coupe complètement du commerce. C'est ça. Et aujourd'hui, en fait, la tendance, alors justement, vous parlez de cette, parce que je rappelle, hein, on en parlait hors antenne, c'est que, et vous disiez que, par exemple, la Russie a le renminbi, la monnaie chinoise, est admise par la Russie, elle est convertible dans le marché d'échange, mais pas seulement pour la Russie. Et elle occupe quelle place aujourd'hui, le renminbi chinois, dans les transactions Alors, le renminbi est très clairement une monnaie qui est pratiquement à l'équivalent de l'euro en termes de monnaie de transaction. D'accord. Monnaie de L'équivalent transaction. de l'euro, oui. Oui, pas comme monnaie de réserve. Parce que je dirais, le marché du renminbi n'est pas libre. En fait, il est toujours assez étroitement contrôlé par le gouvernement chinois. Le renminbi est la deuxième monnaie d'investissement au monde. Aujourd'hui. Ce n'est pas le dollar, vous voulez dire? Après le dollar reste la première monnaie, mais le renminbi est passé largement devant l'euro comme une monnaie d'investissement. Donc on voit qu'il y a cette tendance. Et évidemment, si on ajoute au renminbi le poids de l'ensemble des BRICS, eh bien ça va commencer à peser lourd. Par exemple, autour de l'Inde, des pays comme la Malaisie, la Birmanie, l'Indonésie, commerce de plus en plus avec l'Inde en roupie. Donc la roupie est en train de devenir une monnaie internationale. Une monnaie d'échange internationale, oui. Et alors, vous parlez justement de cette montée, d'ailleurs c'est vraiment passionnant en donnant les chiffres et les graphiques de ce qu'on voit. Est-ce qu'il y a quand même... Alors, faisons rentrer un peu la politique en jeu, parce que la politique et l'économie, c'est pas fou que je dirais, Jacques Sapir, on le sait, ont des liens quand même plus qu'étroits. En sachant d'ailleurs qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, je fais une incise, est-ce qu'on peut dire quand même que la finance et l'économie, comme d'ailleurs depuis longtemps, dirigent la politique? Alors on parle. C'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a des décisions qui sont prises contre des choses qui seraient évidentes en économie et en finance, et strictement pour des raisons politiques. Par exemple, la décision d'utiliser des lois extraterritoriales pour le dollar. Cette décision... C'est politique, ça. Alors, c'est Obama, le premier qui l'a fait. C'est Obama, le premier qui l'a fait. On se rend compte aujourd'hui que ça a affaibli le dollar au lieu de le renforcer. Donc que ce n'était pas cohérent. Si les États-Unis avaient eu uniquement une politique d'étendre le plus possible l'espace financier du dollar, ils n'auraient pas dû prendre cela. Et là, c'est très clairement une volonté de jouer politiquement contre certains pays, comme l'Iran, qui était en fait le premier pays visé, mais de jouer indirectement contre les pays européens.
Et donc, ce type de manipulation, elle est clairement politique et elle n'a pas de rationalité profonde économique ou financière. C'est très intéressant. On va en parler d'ailleurs avec l'exemple de ce qui s'est passé avec l'Ukraine, la Russie, etc., les sanctions, le SWIFT, etc. C'est très intéressant. Après cette petite pause, on va se retrouver très vite avec Jacques Sapir. Encore une fois, la fin ou pas de l'ordre occidental. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Avec Jacques Sapir, avec l'économiste Jacques Sapir et le professeur, la fin de l'ordre occidental aux éditions Perspectives Libres. Alors justement, Jacques Sapir, on va parler un peu sanctions, puisque là, on va arriver ici. Et rappelons-nous quand même qu'un ministre de l'économie et des finances, qu'il a été pendant pratiquement 7 ans, depuis l'avènement d'Emmanuel Macron en 2017, nous avait assuré, avec le succès que l'on sait, qu'on allait mettre à genoux l'économie russe. On l'a vu avec les résultats, on les connaît, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais quand même, ces sanctions-là, est-ce que nous, l'Europe, on ne sait pas, pour le dire crûment, tirer une balle dans le pied, sinon dans le ventre? Oui, très nettement. Alors, est-ce que ça a été fait en connaissance de cause? Je ne crois pas. Je pense qu'effectivement, les dirigeants des grands pays européens, et donc les dirigeants même de l'Union européenne, ont pensé, il faut faire quelque chose, on ne va pas intervenir militairement, donc il faut utiliser autre chose que la contrainte militaire. Ah ben, il y a la contrainte économique, et là, ils ont probablement fonctionné sur une image de la Russie qui avait 25 ans. Autrement dit, ils ont considéré que la Russie restait extrêmement dépendante du monde occidental et de l'Europe en particulier, comme c'était effectivement le cas dans les années 1990. Bien sûr. Bon, l'effondrement du RSS, voilà. Tout ce qui s'est passé. Et ils ont continué de raisonner dans ce cadre. Après... Non, pardon, et juste une question, mais c'est à la fois, je dirais, aux psychologues et à l'économie. Comment ça se fait? Ils pouvaient quand même se renseigner, enfin, ces chefs d'État et d'autres occidentaux. Comment vous expliquez cette cécité ou ce déni? Alors, un point, c'est le fait qu'il n'y a plus d'expertise administrative, professionnelle sur la Russie depuis environ 15 ans. Ah bon? Oui. Carrément. Depuis environ 15 ans. Il n'y a plus dans les allées du pouvoir de vrais experts avec des connaissances et de groupes ou, je dirais, de responsables administrant des groupes dont le travail, c'est d'étudier la Russie comme on étudiait avant l'Union soviétique. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qui a été liquidé au début des années 2000. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de toutes les manières, cette notion d'expertise est aujourd'hui passée au second rang derrière la notion de communication. Et ça, c'est encore plus pervers. Ah oui, ça, je pensais pas que ça avait atteint ce stade. Là, alors oui, d'accord. Ah non. C'est la communication d'abord, l'expertise ensuite. C'est comment on va pouvoir gérer un narratif dans lequel nos erreurs n'apparaîtront pas de manière absolument massive. C'est ce qu'on appelle en anglais les spin doctors. C'est ça. Bon. Ouais. Et ça, on l'avait déjà vu au moment de l'agression américaine contre l'Irak. En 2003, et en particulier en Grande-Bretagne, mais aussi aux États-Unis. Avec Colin Powell qui montrait sa fiole. Il y avait ça. Ça, d'ailleurs, je dois dire que Colin Powell se l'est reproché tout le reste de sa vie. Oui, j'imagine. Oui. Bon, il a dit qu'il avait été manipulé. Il a dit que il y croyait réellement. Il s'est rendu compte 2 ou 3 ans après que c'était faux. Bon, mais par exemple, quelqu'un comme Tony Blair, qui par ailleurs n'a pas fait que des choses mauvaises en Grande-Bretagne. Bon, mais Tony Blair est certainement l'un des dirigeants européens, si vous voulez, les plus dépourvus de morale sur la question de l'utilisation de la communication. Il n'était intéressé que par tenir un discours qui l'exonérerait de toute responsabilité. Donc oui, très bien. Ce qui compte, c'est la com. Le reste, le réel, notre narratif, c'est ce qui compte. La réalité, c'est pas le problème. Tout à fait. Et par ailleurs, je dis aussi, on a démantelé
les centres d'expertise qui pouvaient exister dans l'administration sur la question de la Russie. Ce qui fait que, encore aujourd'hui, vous avez des hauts fonctionnaires qui sont, je l'insiste bien là-dessus, parfaitement honnêtes. Hein, c'est bon. Ouais. Mais oui, c'est pas des gens stipendiés. non, mais qui vous disent, mais enfin la Russie, grosso modo, ils disent, oui, c'est une station-service avec des armes nucléaires. Ouais, et quand on leur ça, explique, écoutez, la production industrielle en Russie est quasiment le double de la production industrielle française, même en mettant en dehors les industries extractives. Bon, et là, ils découvrent l'Amérique. Enfin, disons, ils sont. C'est le cas de mais le dire. on ne nous l'avait jamais dit. Oui, d'accord, mais vous ne vous l'êtes peut-être jamais posé la question. Vous n'êtes peut-être pas allé voir de vous-même les gens qui le savaient. Bon. Intéressant. Nous avons Pépito qui nous appelle de Brive-la-Gaillarde. Vous êtes opérateur en commande numérique. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va, Monsieur Berkoff? Bien. Et vous-même? Et bonjour à Monsieur. Ouais, très bien. Bonjour à Monsieur Tapir. Oui. Merci beaucoup. Bonjour. On vous écoute, Pépito. Moi, je voulais poser une question à Monsieur Tapir. Que pense-t-il de Madame Ursula von der Leyen, qui est présidente du Parlement européen? De la Commission européenne, oui. Oui, de la Commission européenne. Oui, de la Commission européenne. Et en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un président? Parce que c'est elle qui décide dans beaucoup de pays européens comment il faut diriger l'Europe. Est-ce que moi, franchement, ça m'inquiète pas. Hein. Si M. Macron démissionne, de toute façon, il y aura Mme Ursula von der Leyen qui est aux commandes. Qui est aux commandes, malheureusement. Alors, Jacques Sapir, sur l'Europe. Évidemment, Madame von der Leyen, à cause de ses responsabilités au sein de l'Europe, au sein de l'Union européenne, a un poids. Mais il faut toujours rappeler que ce qui reste, d'une certaine manière, le pouvoir réel dans l'Union européenne, c'est le Conseil des ministres. Autrement dit, le Conseil européen. Là où le Conseil des ministres européens. Voilà, oui, là où viennent les ministres de tous les pays membres. Et que le pouvoir de Madame von der Leyen vient de cela, vient de la délégation de pouvoir qui lui est faite. Mais du jour où ce Conseil européen décide de lui retirer sa délégation, elle n'est plus rien. Donc c'est un point important. Alors, c'est un point que vous soulevez important, Jacques Sapir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme Pépito et comme beaucoup de monde, et ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est-à-dire que l'achat c'est très important, on quitte pas l'économie, des millions de vaccins de Pfizer a été entièrement donné au pouvoir de Madame von der Leyen, comme vous le savez, dans une opacité absolument totale sur les contrats jusqu'à aujourd'hui, etc., etc. Donc, à juste titre, beaucoup de gens disent, mais attendez, et quand Monsieur Macron va en Chine et que il prend l'initiative, les Chinois lui avaient rien demandé, d'amener avec lui Madame von der Leyen, ça pose question quand même. Mais alors justement, ce sont les chefs d'État européens, essentiellement les Allemands, les Français, bon, etc., qui ont dit à Madame von der Leyen, vous vous occuperez des vaccins. C'est ça. Bon. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est une responsabilité. Alors pourquoi? Parce qu'on a considéré qu'il valait mieux négocier tous en bloc que d'avoir des... Bon, très bien, on peut toujours tenir ce raisonnement. On aurait dû quand même exiger plus de contrôle et plus de transparence. C'était un minimum. Bon, mais là aussi, quand Macron part avec von der Leyen à Pékin... ce n'est pas Madame von der Leyen que les Chinois invitent. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que le pouvoir réel reste le pouvoir du Conseil des ministres. Donc, fondamentalement, Madame von der Leyen et les autres commissaires européens n'ont du pouvoir que du fait de la délégation d'autorité qui leur est faite par les États. Il faut tout intéressant. Alors après, la question, c'est pourquoi les États font-ils systématiquement ce type de Parce que c'est systématique depuis des années. Tout à fait. Ouais. Et ça renvoie évidemment à l'idéologie, à la construction de cette espèce de mythe d'une Europe... Bon. Mais c'est un autre problème. Et il faut bien savoir que, en réalité, il y aurait aujourd'hui des dirigeants qui diraient, bon, ça suffit comme rentrez à la niche ou rentrez dans vos bureaux. Nous allons décider des choses sérieuses. Madame von der Leyen ne pourrait que rentrer dans son bureau et aller se faire un café.
Je comprends. Non, mais c'est intéressant, il faut le rappeler. Parce qu'aujourd'hui, la réalité apparaît, tout se passe comme si c'est Madame von der Leyen. Tout à fait. Mais c'est une pure apparence. C'est une pure apparence. Oui, et puis non, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, ce n'est pas une apparence, c'est une réalité par l'abandon. Oui, tout à fait. Ou en tout cas la délégation d'un certain nombre de chefs d'État. Mais pour revenir alors à votre livre et à ce qui se passe aujourd'hui. Vous dites vous-même que effectivement, on a bien vu avec les sanctions, on va pas rentrer dans SWIFT parce que beaucoup de choses à dire avec SWIFT, mais quand même, est-ce que les sanctions, alors on avait commencé à parler, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les sanctions ont marché ou au contraire ont aidé les BRICS encore une fois à se fortifier parce qu'ils ont regardé avec SWIFT et le reste, ils disaient mais attendez, si vous gelez les avoirs russes comme vous les avez gelés, demain vous allez geler mes propres avoirs, donc problème. Tout à fait. Alors. D'abord, les sanctions ont eu un impact sérieux sur la Russie pendant 4 à 6 mois. Là, effectivement, on voit d'ailleurs quand on regarde les chiffres de production, on voit que la production chute nettement. Elle chute de quoi? De fin mars à fin juillet, début août 2022. Et puis après, ça remonte. Donc, ça, c'est un point. Les sanctions continuent d'avoir... Pas grand-chose, 4 mois. 4-6 mois, c'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Effectivement, ce n'est pas grand-chose. Après, oui. Après, les sanctions contribuent certainement à augmenter les prix en Russie. Ça c'est clair. Bon, la Russie a actuellement un taux d'inflation autour de 8%, et il y a probablement 2% qui sont liés aux sanctions. Bien. Mais... l'impact réellement structurel des sanctions, il est beaucoup plus sur l'Europe que sur la Russie. Il faut bien le comprendre. Le problème, c'est que ça... Alors pourquoi? On va justement expliquer c'est la dépendance énergétique européenne. On parle toujours de la... Oui, il y a la dépendance énergétique allemande. Tout le monde est d'accord. Mais il n'y a pas que l'Allemagne qui dépendait de l'énergie. Et même aujourd'hui, même avec toute la batterie de sanctions, les pays européens continuent d'importer entre un quart et un tiers de leur énergie de Russie. D'ailleurs, encore aujourd'hui. Alors avant, c'était 45 à 50%. Enfin, c'est intéressant de voir que on fait des sanctions. Alors non, on ne parle plus à la Russie, on est l'embargo, mais on continue de leur acheter. Le problème, c'est que quand vous achetez du gaz qui vient par gazoduc, c'est une chose. Si vous achetez du gaz au même pays, mais que vous dites plus de gazoduc, donc le gaz, il faut le faire venir comme GNL, par bateau. Donc, oui, on le comprime, on le met dans un bateau, il arrive, on le décomprime au port. Le résultat, ça coûte 30% plus cher. Et donc ça provoque une hausse des coûts de production dans l'Union européenne qui rend désormais le territoire de l'Union européenne de moins en moins attractif pour les entreprises. Et c'est pour ça qu'il y a toute une série d'entreprises, notamment allemandes... Parce que les prix montent, les prix explosent, et que les entreprises allemandes commencent à se délocaliser aux États-Unis. ThyssenKrupp, qui est quand même le géant de la métallurgie. En plus, il y a un autre problème, c'est que c'est pas simplement l'énergie, c'est la Russie vendait du coke à ThyssenKrupp. Bon, là, désormais, ThyssenKrupp est obligé d'aller s'approvisionner ailleurs, à un prix plus élevé. Oui, donc, ThyssenKrupp va licencier 11 000 salariés, c'est pas rien. On voit que les entreprises de l'automobile elles-mêmes prévoient des licenciements. Donc là, c'est bien l'effet des sanctions, l'effet indirect, mais l'effet des sanctions quand même. Et diablement pervers, on va en reparler après cette petite pause, dernière petite pause, et c'est quand même absolument fascinant de voir à quel point, quelque part, l'idéologie prime totalement et peut complètement renverser toute logique économique ou monétaire ou autre. Et pour poser une question en direct ou réagir toujours en direct, un numéro de téléphone, le 0826 300 300. Radio Berkoff dans tous ses états. Et aujourd'hui, dans son face-à-face, André Berkoff reçoit l'économiste Jacques Sapir et nous avons une auditrice qui voulait réagir. Bonjour Clarisse, vous nous appelez de Paris. Bonjour Clarisse. Oui, bonjour à tous. J'ai une question. Vous dites que l'extraterritorialité des lois américaines n'a pas de raison économique. Est-ce que ça n'en a pas une quand même, puisque l'hégémonie du dollar permet de financer le déficit américain et donc en partie leur croissance? Ou est-ce que je dis une bêtise? Alors, c'est vrai que l'hégémonie, enfin, c'est pas l'hégémonie du dollar, c'est parce que les gens
ont besoin de dollars pour commercer entre eux, et pas seulement avec les États-Unis, qu'ils sont prêts à acheter du dollar. En fait, ce que l'on constate, c'est que jusqu'à maintenant, je dis bien jusqu'à maintenant, il y avait une demande de dollars qui était très liée au rôle du dollar dans le commerce international. Oui. Maintenant, alors, cette situation qui continue encore n'est pas liée à la question des lois extraterritoriales. Au contraire, l'application de règles extraterritoriales tend à limiter la possibilité d'utiliser le dollar. Il y a toute une série d'entreprises et de pays qui vont se dire « je ne vais pas utiliser le dollar afin de ne pas être potentiellement condamnable pour tel ou tel. » Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va faire diminuer la demande internationale pour le dollar et que donc la capacité des États-Unis à refinancer leurs dettes facilement va baisser. Alors, à condition qu'il y ait une vraie alternative, c'est ce qu'on racontait avec les BRICS, c'est la Banque de développement. Alors, juste, on arrive en fin d'émission pour en parler, on en reparlera évidemment de tout cela, parce que ça va être sur des années qui viennent. Jacques Sapir, la fin de l'ordre occidental, alors il y a quelqu'un qui a commencé à... Et on ne s'étonne pas de lui, c'est Donald Trump, donc président de la République, qui sera intronisé le 20 janvier, mais qui a dit, attendez, ceux qui commencent à attaquer le dollar, ils vont y aller mollo, parce que ceux qui vont attaquer le dollar, il a fait ses déclarations il y a 3 jours, eh bien, vous allez voir sur les tarifs, alors ils ont envie de jouer, eh ben, les tarifs d'importation, tous ceux qui, eh ben, on va les hausser de 100%. Le dollar est là, et ne vous avisez pas de toucher au dollar. Vous croyez que c'est un geste, enfin une parole politique ou c'est... C'est essentiellement une parole politique. Parce que admettons qu'il le fasse. Admettons qu'il le fasse, Vu la dépendance des États-Unis aux importations en provenance de Chine, d'Inde, voire du Brésil... une grosse dépendance. C'est une énorme dépendance. Alors, ça dépend des secteurs, mais il y a des secteurs où c'est quasiment la totalité. Prenons par exemple sur les médicaments. Ils sont comme nous en France. Ils sont comme nous. Alors, un petit peu moins. C'est-à-dire que chez eux, c'est pas 80% qui est en provenance d'Indochine, c'est peut-être 75%. D'accord. Enfin, c'est pas mal déjà. Oui. Voilà. Oui, donc là, on se... Alors, très clairement, Trump veut prendre date. Donc, il commence par menacer. Mais mon sentiment, c'était le Trump candidat qui parlait encore, et ce n'était pas le Trump président. En tant que président, il comprendra qu'il est dans une situation où lui-même est contraint et qu'il vaut peut-être mieux aboutir à un accord. Alors, pour obtenir cet accord, on peut faire des menaces, ça c'est... Et puis il va marchander ou dealer comme d'habitude. Mais bien sûr, mais il sera beaucoup plus dans une position où il sera obligé de chercher un accord que dans une position où il pourra dire non, c'est tout ou rien, ou vous ne faites rien et je vous ouvre le marché américain, ou vous faites quelque chose et je vous ferme le marché américain. Oui, ça ne marchera pas comme ça. Non. Bon, espérons que l'illumination lui viendra dans la sagesse à Notre-Dame de Paris. Oui, on peut l'espérer. Par ailleurs, sur les questions économiques, je pense qu'il est en réalité beaucoup plus raisonnable qu'on ne le dit ou qu'on ne le pense en France. Merci Jacques Sapir. Je rappelle, et vraiment je le recommande, La fin de l'ordre occidental aux éditions Perspectives Libres. Lisez-le, il vous ouvrira.